Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de SummerSlam 2009. C'est un show que je n'avais pas revu depuis 2009, un peu comme Extreme Rules. Donc l'air de rien, ça m'a fait un petit peu plaisir de le revoir, même si voilà, je vais pas vous faire mon bilan maintenant avant d'avoir analysé les matchs, mais c'est vrai que c'était quand même pas un show mémorable. Comme vous pouvez le voir, la vidéo a un petit peu de retard. Normalement, elle devait sortir la semaine dernière. Finalement, vous l'avez seulement maintenant, donc je tenais à m'excuser. Pour ce qui est de la preview de SummerSlam et de NXT TakeOver, elle sortira soit jeudi, soit vendredi. Et là, il n'y a pas de samedi ou dimanche. Je vous le dis, elle sortira soit jeudi, soit vendredi. Voilà, je ne sais pas encore, je ne peux pas encore vous le dire. Mais ce coup-ci, c'est sûr et certain, je vous le promets. Voilà. Et ben voilà, écoutez, on va déjà attaquer la présentation du pay-per-view. Donc SummerSlam 2009 s'est tenu le 23 août 2009, c'était à Los Angeles en Californie au Staples Center devant plus de 14 000 spectateurs. Et le thème musical du pay-per-view c'était You Gotta Move de Aerosmith, une musique plutôt sympa qui n'est pas disponible sur le network. Du coup la VE a mis une musique de substitution qui est d'ailleurs bien pourrie. Donc je pense tout simplement qu'ils n'ont pas les droits. Je crois que c'était également le cas pour SummerSlam 2004 et même 2002. Donc c'est un petit peu con, hein, très clairement. Enfin bref, voilà. Écoutez, je vais attaquer la review. Je préfère vous le dire, il y a beaucoup de matchs où je vais vraiment très peu m'y attarder. Parce que vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de matchs, entre guillemets, OSEF ou des matchs qui sont quelconques. Voilà, au moins je vous l'annonce. À mon avis, la vidéo ne sera pas très très longue. Du coup alors, l'opener de la soirée, c'était pour le titre intercontinental. On avait Rey Mysterio, le champion, contre Dolph Ziggler. C'était l'un des rares matchs dont je me souvenais de ce pay-per-view. Le match a duré 12 minutes 30 et je vous le dis, pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. C'était très plaisant. Après voilà, Mysterio Ziggler sur le papier, ça fait rêver, enfin ça donne envie, hein, très clairement. Et ce match ne m'a pas déçu, c'était vraiment très plaisant entre les deux. J'ai pas relevé grand chose, j'ai juste noté qu'à un moment donné, on a eu le 619 de Rey Mysterio, et en fait derrière il a voulu enchaîner avec son splash comme d'habitude, sauf qu'en fait au moment où Mysterio se projette, on a Ziggler qui se relève, du coup Mysterio se casse la gueule littéralement dans le ring, du coup Ziggler tente le roll-up mais Mysterio se dégage à deux. Ziggler a tenté de porter le zigzag, il n'y a pas réussi, et en fait à la fin du match, on a Ziggler qui tente un gutbuster de la deuxième corde, puisqu'en fait, plus tôt dans le match, il avait réussi à en porter un normal. Et là, en fait, il a voulu en faire un de la deuxième corde. Mais finalement, Mysterio le contre avec un top rope Huracan Rana pour la victoire de Rey Mysterio sur Dolph Ziggler, qui conserve tout simplement le titre intercontinental. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'était vraiment un match très plaisant. Je vous dis, pour moi, c'est le deuxième meilleur match de la soirée. Il y avait un bon rythme, il n'y a pas eu d'énormes botches notables. Il y a eu genre peut-être une ou deux imprécisions, mais ça n'a pas pénalisé la note finale du match. Du coup, j'ai mis un joli 8 sur 10 pour commencer le pay-per-view. Ensuite, on enchaîne avec un match, alors limite à côté, tu peux écrire match de transition, match OSEF. C'était MVP contre Jack Swagger, un bon gros match de mid-carder. La rivalité était très simplée, c'était MVP, j'ai galéré dans la vie, j'ai fait de la tôle. Contre Jack Swagger, j'ai eu une vie paisible. Mes parents ont toujours pu me payer la PS1, la PS2. J'avais une vie pépère, j'étais un petit peu l'élève modèle. Voilà, en gros c'était ça. Le fond de la rivalité c'était ça. En mode toi t'es un loser, t'as fait de la tôle, moi j'ai toujours tout réussi dans ma vie. Et le match n'était pas spécialement très intéressant. La rivalité non plus. Le match a duré un peu plus de 6 minutes, voilà. Et en fait, c'est MVP qui l'emporte avec le playmaker, donc sa prise de finition. Et c'est tout ce que j'ai noté, vraiment. Pour moi, il n'y a rien d'autre à préciser sur ce match, donc je vais vraiment vous l'expédier. Et donc, pour la note, j'ai mis 4 sur 10. C'était pas non plus une purge, mais vraiment, c'était pas terrible, quoi. C'était vraiment pas terrible. Donc, voilà. Ensuite, on enchaîne avec les Unified Tag Team Championship qui étaient remis en jeu. On avait les champions, donc Jericho, Chris Jericho et le Big Show, une équipe que j'ai vraiment bien aimée à l'époque, contre Crime Time. On va dire que c'était un petit peu l'équipe soft des années 2010-2006. Le match a duré un peu moins de 10 minutes et là aussi je n'ai absolument rien
à dire sur ce match. En fait, c'était un match tag team totalement basique. Vraiment, il y a rien de spécial à noter dans ce match, donc je vais revenir directement à la fin du match. En fait, on a Walls of Jericho, forcément de Y2J, sur JTG, qui arrive quand même à aller chercher les cordes. Donc là, tu te dis, ok, franchement, bravo, bien joué. Et en fait, Jericho commence à taper la discute avec l'arbitre. Et en fait, le Big Show qui était à l'extérieur du ring passe, genre comme s'il allait lui faire un check, tu sais, en mode yo, poteau, ça va ou quoi? Sauf qu'en fait, lui, il fait pas un check, il lui met un KO punch directement dans la tronche. Du coup, JTG, il voit des éléphants tourner dans le ciel. Il est plus avec nous. Et derrière, Jericho fait le tomber. Victoire donc de Jericho sur Crime Time. Et donc, eh bien voilà, Jericho conserve les ceintures par équipe. Si je me souviens bien, ils vont perdre les ceintures à TLC contre la DX, je crois, si je me souviens bien, dans un excellent match. Mais encore une fois, c'est ma mémoire qui vous parle. Je ne l'ai pas revu depuis 2009 non plus. N'hésitez pas à me corriger si je dis de la merde. Mais tout ça pour dire que c'était un match totalement banal. C'était pas mauvais, c'est pas ce que je dis. Mais il y avait vraiment rien de plus. Et il faut quand même le rappeler, on est à SummerSlam. C'est le deuxième plus gros show de l'année. Allez, troisième si vous voulez. Si vous préférez mettre le Rumble devant SummerSlam, vous avez le droit. Voilà, ce que je veux dire par là, c'est que c'est l'un des shows les plus importants de l'année. Et c'est vrai que c'est quand même pas ouf. Du coup, j'ai mis 6 sur 10. Et puis, on va enchaîner. Et donc, on enchaîne avec un match. Là, vous allez me dire, mais pourquoi on a ce match, Mathieu? Je ne sais pas. Kane contre le Great Khali. Voilà. Alors, moi, je pense, c'est mon hypothèse. Je pense que Vince était au chiottes, tu vois. Il se faisait chier. C'est le cas de le dire. Et puis, tu vois, il était un peu constipé. Du coup, il a mis pas mal de temps, tu vois, aux toilettes. Et puis, il se faisait chier, normal, tu vois. Donc, il se dit, bon, allez, je vais aller sur le network, ma propre création, parce que voilà, Vince, il a un gros ego, tu vois, normal. Et puis, il s'est dit, putain, qu'est-ce que je vais regarder comme show? Et puis, il s'est dit, allez, tiens, je vais regarder WrestleMania 23. Et puis, il est tombé sur Kane Great Khali, puis il s'est dit, attends, j'ai fait gagner Khali à Mania 23? Attends, faut que Kane il ait son moment de gloire. Du coup, je pense que c'est comme ça que Vince s'est dit, tiens, on va faire la bataille des monstres à SummerSlam 2009. Je ne vois que ça. Honnêtement, je ne vois que ça. Donc, la revanche entre Kane et le Great Khali. 2 years in the making. Oh my god, it's incredible. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Kane l'emporte avec un DDT sur le Great Khali. Et puis, là aussi, j'ai rien noté de plus parce qu'il n'y a rien d'autre à noter en fait. Le match, il a duré 6 minutes. Oui, 6 minutes. 6 minutes de trop. Et pour la note, j'ai mis 2 sur 10. Ah, là, on enchaîne les bons gros matchs, hein. Ah, là, franchement, on se régale. Ensuite, on enchaîne avec l'un des événements de la soirée. C'était la DX, D-Generation X, donc Shawn Michaels et Triple H qui se reformaient pour la première fois depuis 2006 contre la Legacy, donc Ted DiBiase Jr. et Cody Rhodes, dans un match de 20 minutes. A noter que la DX, pour l'occasion, a voulu marquer le coup et donc ils ont eu une entrée un peu spéciale, tu vois. Donc du coup, ils sont rentrés en trottinette. Eh bien non, c'était un prank. Je suis sûr que je t'ai eu. Non. Ils sont arrivés en tank. Pour ceux qui suivent Amixem et la Redbox, c'est peut-être le futur tank de la Redbox. Nous ne savons pas. Donc voilà, l'ADX arrive carrément avec un tank, avec l'armée aussi. Enfin, c'était quand même assez énorme comme entrée, on va pas se mentir. Vraiment, là, à la fin de l'entrée de l'ADX, tu pouvais vraiment rajouter le fameux jingle America Fuck Yeah avec l'aigle, avec les grosses motos, vraiment. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant ce match qui a quand même duré, je vais le rappeler, 20 minutes. 20 minutes, c'est long. C'est long. Pour que les gens soient intéressés du début à la fin, il faut que les 20 minutes, elles passent, tu vois. Donc il faut que le match il soit vraiment bon. Est-ce que ce match était vraiment aussi bon que ça? Pas vraiment, je vais pas vous mentir. Je trouve que par contre là, 20 minutes c'était trop. Honnêtement, je vais être franc avec vous, hein. J'aurais rajouté 4-5 minutes en plus au Mysterio Ziggler et j'en aurais enlevé 4-5 à ce match-là. Parce que franchement, les 20 minutes, je les ai quand même sentis passer. Surtout que la domination de la Legacy était vraiment pas terrible et qu'en plus de ça, elle a quand même duré un bon moment. Et en fait, j'ai pas grand-chose à dire là aussi sur ce match. En fait, c'est un petit peu comme le match pour les titres par équipe. C'est pas un mauvais match, mais ça s'arrête là, tu vois. C'est un match qui est passable, qui est correct, qui se laisse regarder.
Mais il n'y a vraiment rien de plus, et je vais le rappeler, on est à SummerSlam, et c'est bien dommage. Surtout que c'est le retour de la DX. Et je trouve ça dommage. Franchement, je trouve ça dommage. Moi, à la rigueur, j'aurais mis la DX contre Jericho. Ça aurait été un petit peu plus mémorable comme retour. Et puis bah, ça aurait quand même été plus vendeur que contre la Legacy. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et finalement, eh bien, c'est la DX qui l'emporte avec le Switching Music de Shawn Michaels sur Cody Rhodes. Donc ben voilà, c'était assez logique, c'était quand même assez prévisible. Ils allaient forcément faire gagner la DX on n'avait pas vu se reformer depuis 3 ans. Ça c'était quand même assez prévisible. Mais c'est vrai que on pouvait quand même espérer un peu mieux, je trouve. Du coup, j'ai mis 6,5 sur 10. Je me trouve même un peu généreux parce que vraiment, les 20 minutes, je vous le dis, hein, franchement, tu les sens quand même passer. Mais bon, bref, voilà. Ensuite, alors je vais essayer de me dépêcher parce que ma voix est en train de me lâcher depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'entendez. Bref, alors bah, ça tombe bien, hein, j'ai dit qu'on allait enchaîner assez rapidement. Bah, c'est le cas de le dire, puisque le prochain match c'était pour le ECW Championship. On avait donc le champion qui était Christian face à William Regal. Et c'est vrai que sur le papier, c'est pas dégueulasse. Tu te dis, ouais, ça peut être un match très stylé, très cool, il n'y a pas de souci. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que la cloche sonne. Regal est encore avec son peignoir, il a même pas eu le temps de l'enlever, il est en mode DSK. Et bah Christian, il lui laisse même pas le temps de l'enlever. Il le prend par les mains, boum, le kill switch, 1, 2, 3, victoire de Christian qui conserve le titre de la ECW. Le match a duré top chrono 8 secondes. Franchement, je comprendrai jamais le but de faire des matchs comme ça en pay-per-view. Vraiment, je pense que je ne comprendrai jamais l'intérêt. Ça fait du bien à personne. Au contraire, ça fait pas du bien à William Regal. Ça met pas non plus en avant Christian. En fait, ça met pas non plus en avant le titre. Donc en fait, je ne comprendrai jamais ce genre de match en fait. Vraiment. Du coup, pour la note, j'ai mis 1 sur 10. Et en fait, après le match, eh bien, on a William Regal qui porte le Regal Stretch, donc sa prise de soumission. Et juste avant, en fait, on avait Kozlov et Jackson qui l'ont attaqué, puisque oui, à l'époque, Regal était accompagné par Ezekiel Jackson et Vladimir Kozlov, des mecs qui ont eu une immense carrière à la WWE MDR. Ensuite, l'avant-dernier match de la soirée, c'était pour le WWE Championship. L'air de rien, je vais le dire maintenant, parce que je pense que je vais l'oublier. Ce que j'ai bien aimé dans ce pay-per-view, c'est que les 2 derniers matchs de la soirée, eh ben, c'est les 2 matchs de championnat poids lourd. Et ça me fait plaisir. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se passer dans n'importe quel pay-per-view. Ça me paraît logique et c'est comme ça que je ferais. Enfin, si j'étais Vince McMahon, bien sûr. Si j'étais à la place de Vince, c'est ce que je ferais pour chaque pay-per-view. Donc, on avait le champion, Randy Orton contre John Cena. Match numéro 4544 sur leurs 8500 qu'ils ont eu. Dans un match de 21 minutes, ce qui est quand même assez énorme là aussi. Et ce match est un peu spécial. Alors là, vous allez me dire, Mathieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Orton Cena, ils se sont affrontés 8500 fois. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans ce match? Surtout qu'il n'y a pas de stipulation. Ce qui s'est passé, c'est que ce match n'a pas recommencé une fois, n'a pas recommencé 2 fois, il a recommencé 3 fois. Oui, tu sens le booking de merde. Bah oui, c'est ça, c'est exactement ça. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à un moment donné, on a Orton qui se prend un back body drop de la part de Cena. Et Cena à ce moment-là était en plein momentum. Orton il n'était pas très bien. Du coup ce qu'il fait c'est que il pousse l'arbitre. Il sait très bien qu'en faisant ça, il va se faire disqualifier. Du coup l'arbitre le disqualifie. Orton prend le titre. Salut les gars, je me barre. Sauf que Lilian Garcia elle revient, elle dit oui Vince McMahon m'a dit de vous dire que le match recommence et que ce coup-ci si Orton se fait disqualifier, il perd le titre. Le match recommence, et genre peut-être 1 ou 2 minutes plus tard, on a Orton qui décide de se faire décompter jusqu'à 10. Il se fait décompter jusqu'à 10, l'arbitre arrête le match, victoire de John Cena, mais, vous le savez, Orton conserve la ceinture. Lilian Garcia se repointe, ouais Vince il m'a dit que le match il recommençait, et ce coup-ci si tu te fais décompter à l'extérieur, bah tu perds le titre. Donc, tu vois, donc le match il recommence encore une fois.
Et là, Orton, il refait un roll-up sur Cena, donc là aussi, c'est genre peut-être aller 1 minute après. Et ce coup-ci, il met ses 2 pieds sur les cordes. Un, 2, 3. Hors victoire de Randy Orton. Et là, tu te dis, ouais, ils vont encore faire une annonce. Eh bah oui, encore une annonce. Liliane Garcia, elle arrive. Ah non, bah le match, il recommence, t'as triché. Tu sens le booking qui est super lourdingue. Ben ouais, c'est ça, c'était super lourd en fait. Donc le match recommence pour une énième fois. À un moment donné, on a John Cena qui arrive à porter le STFU sur Orton. Et là, on a un fan qui débarque carrément sur le ring et qui attaque Cena en fait. Du coup, Cena, bah, il arrête la prise. Du coup, donc, Cena arrête la prise. T'as des hommes de la sécurité qui viennent enlever le fan. Il y a un petit moment de flottement pendant genre 15-30 secondes, il ne se passe plus rien. L'arbitre dit allez, c'est bon, vous pouvez vous rebattre. On a Orton qui fait exprès de se mettre à l'extérieur du ring. Cena passe sa tête entre la deuxième et la troisième corde pour chercher Orton. Orton le surprend avec un RKO, donc une sorte de guillotine en fait avec la corde. Orton se remet dans le ring et là, lui exécute son RKO pour la victoire de Randy Orton sur John Cena. Donc, bah, qui conserve tout simplement le WWE Championship. Et voilà, je vais pas vous mentir que je suis pas fan du booking de ce match. Peut-être que certains ont aimé, parce que c'est clair que c'est assez rare de voir un match recommencer autant de fois. Moi, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. C'est vraiment de l'overbooking à son paroxysme. Alors, c'est sûr qu'il change des autres affrontements entre Orton et Cena, mais trop, c'est trop. Je trouve que c'est mauvais. J'ai vraiment pas aimé. Et par contre, alors là, je vous le dis encore une fois, je m'en souviens pas très bien. Pour ce qui est du fan qui est intervenu, alors peut-être que certains s'en souviennent mieux que moi, peut-être que je vais dire de la merde, c'est possible. Si jamais vous le savez que je dis de la merde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je crois que le fan qui a intervenu, qui est intervenu en fait pendant le match, c'était bien évidemment pas un fan. Je crois que c'était le frère de Ted DiBiase. Enfin, je crois que c'est un truc comme ça. Bref, tout ça pour dire que j'ai pas aimé le booking de ce match. Et en mettant de côté ça, ce qui s'est passé dans le ring, bah, c'était pas exceptionnel, quoi. Je veux dire, il y avait vraiment rien d'incroyable. Du coup, pour la note, eh bien, j'ai mis 5,5 sur 10. Je pense que vous avez compris, ce pay-per-view ne va pas avoir une très très bonne note finale. Et enfin, le main event, c'était donc pour le World Heavyweight Championship dans un TLC match. On avait le champion qui était Jeff Hardy contre CM Punk. C'était la rivalité j'allais dire de l'année. Il y a eu Orton Triple H, chacun décidera. En tout cas, c'était la rivalité de l'été très clairement. C'était vraiment une superbe rivalité. Ça m'a fait vraiment plaisir de revoir ce match que j'avais pas vu depuis très longtemps. Mais c'est une rivalité qui m'a beaucoup marqué à l'époque puisque bah, j'étais forcément un gros fan de CM Punk. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait vraiment le straight edge qui boit pas d'alcool, qui fume pas, qui consomme pas de la merde et qui a une vie saine contre Jeff Hardy qui est toujours dans l'excès, qui a eu des excès de drogue, d'alcool. Et vraiment, c'était superbe, c'était très intelligent de faire une rivalité autour de ça. Le match a duré un peu plus de 21 minutes, c'est le match le plus long de la soirée. Et pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. Hein. Donc j'ai relevé un petit peu les spots qui m'ont marqué. On a notamment eu un Air Hardy contré en backbreaker directement sur la tranche de la chaise. Ça paraissait super violent. C'est-à-dire que normalement, quand tu fais un backbreaker sur une chaise, le catcheur tombe le dos en fait sur la planche où tu t'assois. Bah là, en fait, c'était sur la tranche de la chaise. Ça paraissait mais méga douloureux. Franchement, je pense que Jeff a dû tellement douiller à ce moment-là. On a également Punk qui à un moment donné a fait son running high knee habituel. Il a voulu enchaîner en fait avec le running bulldog, pareil. Donc ça c'est son enchaînement habituel. Et en fait il y avait une table qu'il avait posée plus tôt dans le match qui était vraiment collée à l'éperon du ring. Et en fait quand il a voulu lui porter le running bulldog, on a Jeff qui l'a tenu et qui l'a carrément balancé dans la table. Donc ça, c'était vraiment stylé. J'ai bien aimé. J'ai noté également que toutes les armes ont servi. Donc table, échelle et chaise. Ça, c'est quand même important. Je vais revenir bien évidemment sur le spot que tout le monde connaît. C'est le spot du match et même du pay-per-view.
Donc Jeff marave Punk en fait à l'extérieur du ring avec des coups de chaise, des coups de table. Il balance sa gueule directement dans la table. Il le frappe avec le moniteur télé. Et en fait, il lui fait une Swanton Bomb du haut d'une immense échelle directement sur Punk, donc placé sur la table des commentateurs. C'est bien évidemment le move du match, il est magnifique. Quel move, il n'y a que Jeff Hardy pour faire ce spot, c'est vraiment un malade. Et au final, donc on a à la fin, on a Jeff et Punk qui sont en haut de l'échelle, et donc qui font un long échange de droite. Et en fait, au final, eh bien, c'est Punk qui prend l'avantage, c'est Hardy qui tombe, et donc c'est Punk qui décroche le titre, nouveau champion du monde poids lourd de Straight Edge Superstar CM Punk, au terme d'un excellent match pour clôturer la soirée. C'était pour moi le meilleur match de ce pay-per-view, c'était vraiment un très bon match, un très bon TLC match. J'ai mis la note de 9 sur 10, et en plus de ça, après le match, en fait, on a la lumière qui commence à déconner, et tu vois tout le monde qui commence à se dire « Oh, c'est bizarre ça ». Et donc, on a la musique de l'Undertaker, le gong, qui résonne. Du coup, il n'y a plus de lumière. La lumière revient, et en fait, parce que Punk était au-dessus de Jeff qui était allongé, il était en train de pavaner, et bien en fait, quand la lumière est revenue, et bien, on avait le Taker qui était allongé à la place de Jeff. Et du coup, il surprend Punk avec derrière un chokeslam. Et du coup, derrière, les deux vont s'affronter à Breaking Point et à Hell in a Cell, si je me souviens bien, dans des matchs bien décevants, franchement, de mémoire. Mais du coup, voilà, quelle fin de SummerSlam, un main event de très grande qualité et le retour en grande pompe de l'Undertaker, puisque j'ai oublié de le préciser, mais c'était le premier match du Taker, enfin la première apparition du Taker depuis WrestleMania 25 et son match absolument fantastique contre Shawn Michaels. Donc voilà, c'est comme ça que tu termines un SummerSlam. C'était vraiment un très bon main event et une très bonne fin de show. Et bien voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne des matchs de ce pay-per-view, on arrive à une moyenne de 5,25 sur 10. Donc c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment pas une moyenne dingue. Et je trouve pas forcément la moyenne volée. En fait, c'est triste à dire, mais pour moi, les matchs qui sont vraiment must-see, ben, c'est l'opener et le main event en fait. Pour moi, tout ce qui se passe entre l'opener et le main event, c'est oubliable. Il y a des matchs qui sont passables, qui sont corrects, mais ça s'arrête là en fait. Je veux dire, les deux matchs par équipe sont sympas, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Après, les autres matchs sont soit moyens, soit même mauvais. Et pour moi, c'est pas assez. Je vais le rappeler, on est à SummerSlam. C'est normalement le deuxième plus gros show de l'année. Et pour moi, c'est pas assez. C'est clairement pas le SummerSlam le plus mémorable de ces 10 dernières années. Et par exemple, j'ai largement préféré SummerSlam 2011, SummerSlam 2002, SummerSlam 2013, SummerSlam 2015. Donc voilà. Ben écoutez, cette review est terminée. Donc je vous invite tout simplement à réagir en commentaire sur ce pay-per-view. Qu'est-ce que vous en pensez ? Même si vous ne l'avez pas vu depuis longtemps, quels sont vos souvenirs de ce pay-per-view ? N'hésitez pas non plus à liker, ça fait toujours plaisir pour le soutien, à la partager aussi, pour la faire découvrir peut-être à des potes. Et donc, la prochaine vidéo, eh bien, ce sera jeudi ou vendredi, ce sera donc la preview de SummerSlam et de NXT TakeOver Brooklyn, édition numéro 4 déjà, qu'est-ce que ça passe vite. La vidéo sera très longue, puisque le show SummerSlam s'annonce interminable encore une fois. Donc attendez-vous à une preview qui durera très certainement aux alentours des 35-40 minutes. Donc préparez de la boisson et de quoi bouffer. Et puis voilà, on se retrouve donc plus tard dans la semaine pour la preview de SummerSlam. Moi je vous souhaite une bonne semaine. Allez, salut les gars!